Bonjour à tous. Alors on est entre Noël et le Nouvel An, j'en profite, j'ai du temps. Je suis en train de dégourdir les bielles de mes voitures, en tout cas de celles qui n'auront pas roulé de toute l'année. Et je me suis dit ce serait peut-être le moment de faire une petite présentation d'un truc qu'on voit pas souvent sur YouTube et dont on parle pas souvent forcément. Donc bon, on va faire ça, on va faire un petit tour avec, je vais faire un petit tour de l'extérieur du véhicule, regarder un peu à l'intérieur, voir si on peut parler un peu technique. Mais puis après on fera un essai, un petit essai. Donc que dire? Alors est-ce que j'essaye de te faire deviner le modèle? On va essayer ça. C'est un modèle des années 80 dont la première version est apparue dans les années 70. C'est italien. C'est un coupé de milieu de gamme entre guillemets. Coupé de milieu de gamme, relativement accessible et qui voulait se la jouer un peu GTI. Donc voilà. Donc je sais pas si tu déjà arrives à voir un petit peu. On est sur un designer très connu de l'époque. Donc là je vais te spoiler un peu. Donc c'est Giugiaro. Et on est sur un véhicule, pour que tu trouves, qui a la particularité mécanique d'être équipé d'un 4 cylindres à plat. Donc là normalement il ne reste pas grand chose et je pense que tu as trouvé. Donc on est sur une Alpha Sprint. Donc un Sprint QV Grand Prix. Alors l'Alpha Sprint. Donc l'Alpha Sprint, on parle d'Alpha Sprint puisque à partir de 83-84, l'Alpha Sud disparaît des catalogues Alfa Romeo. Et donc chez Alfa Romeo, le modèle disparaissant, on perd l'appellation Alpha Sud. Donc ici on est sur un Sprint. Donc Alpha Sprint, Alfa Romeo Sprint directement. Alors je vais te montrer le petit logo. Donc petit logo QV qui va avec. Donc bon, normalement petit logo QV, aujourd'hui on connaît, on voit ce que c'est puisque ça a été relancé. Et série limitée Grand Prix. Donc je vais te parler du modèle d'abord. Donc le modèle. Donc on récupère ce qui était la base d'une Alpha Sud Sprint et sur lequel on a basé un châssis de 33. Donc il y a quelques pertes au niveau mécanique. On en parlera plus tard parce que on va commencer par l'esthétique. Mais c'est surtout que bon, côté esthétique, on se retrouve avec des gros pare-chocs typiques de l'époque, des gros pare-chocs plastiques, des bandeaux plastiques là, style, tu vas me dire air bump, mais en gros c'est un peu l'idée, donc quelque chose de vraiment très large pour donner des grands coups de portière parce que t'en as marre et que t'es italien. Et puis on se retrouve donc avec cette ligne qui est légèrement modifiée, donc avec de nouveaux optiques derrière. Et devant on se retrouve avec une nouvelle calandre. Donc une calandre un peu plus patonne entre guillemets. Tu noteras qu'il manque le logo, mais bon c'est pas très grave. Calandre 4 phares, comme la version de base, avec derrière C4 optique, donc jaune ici. Ça n'éclaire que dalle, c'est italien, c'est normal, faut pas trop leur en demander. Et voilà, au niveau des poignées de porte, là c'est pareil, je crois qu'il y a quelques petits changements. On récupère un peu de plastoc, les rétros qui sont différents. Voilà, c'est du basique de restylage de ces époques-là. Donc les jantes ici, pareil, qui sont spécifiques à ces versions QV. Et QV, donc QV à l'époque, qu'est-ce qu'on avait en QV? On avait un 1,5 litre 105 chevaux, donc ce qu'on a ici, et la version Grand Prix, donc version Grand Prix, qui est une version spécifique, en tout cas une série limitée. Si je te dis pas de bêtises, c'est pour fêter des victoires en compétition de la part d'Alfa Romeo, je sais plus trop pourquoi. C'est une série qui est sortie en 86 sur les bases de sprint 105 chevaux, disponible en deux coloris, donc du rouge comme ici et un gris métallisé clair. La particularité de la série limitée, donc sur l'esthétique, on se retrouve avec ce bandeau Grand Prix, tu vois, donc qui fait le tour de caisse, le tour de pavillon, plus au niveau de la partie basse de la caisse, donc un liseré. Donc là, mauvais exemple parce que tu vois ici, il y a eu un shoot, donc ils ont repeint l'aile, ils n'ont pas reposé le liseré. Par contre, de ce côté, il est disponible, tu le vois, donc voilà ce que ça donne. Donc ce petit tour de caisse qui est souligné avec le liseré. Mais il y a également donc pare-choc couleur teinte de la carrosserie plus le liseré, donc le petit bandeau, la petite baguette là, qui est couleur normalement une espèce d'orange, on va dire. Donc qui vient souligner la caisse. Sur les véhicules gris, c'est le même topo. Tu as une teinte carrosserie identique, sauf que les liserés sont noirs, me semble-t-il. Et sur cette version, donc forcément, comme on a vu, il y a un petit shoot devant. Ils ont remplacé le pare-choc parce que le pare-choc d'origine est équipé d'anti-brouillard.
plus tu as deux laves-phares. Donc deux laves-phares qui venaient sur le pare-choc, donc pare-choc avec les laves-phares noirs. Donc voilà au niveau du détail du kit. Je te passe rapidement parce que tu vois comme c'est une Alpha Sud, c'est rouillé derrière. Donc là tu te retrouves avec l'habituelle corrosion sur les passages de roue. Donc là-haut, plus là j'ai le petit problème qui commence en bas. C'est la maladie là-dessus. Bon malheureusement cette version, ce modèle là, elle l'a, mais le souci c'est que niveau corrosion il n'y a vraiment que ça. Puisque les autres maladies de cette voiture ne sont pas présentes au niveau de la corrosion. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'extérieur? Eh bien écoute, je crois que c'est tout. Je vais te faire un petit tour parce qu'on en a fait un là. Tu vas voir un peu plus loin. Bon, c'est une ligne assez ramassée. Là, on s'en rend peut-être pas compte parce que la caméra donnera cet effet. Et on est sur un véhicule de hauteur maximum de 1,30 m. Donc tu vois, quand tu te rapproches, tu le vois surtout par-dessus. On est sur la hauteur de ce qui se fait chez Porsche aujourd'hui. Donc c'est vraiment relativement bas. On est sur ce petit design qui a un petit look sportif qui je trouve a bien vieilli parce qu'on n'en voit pas souvent. Donc le fait d'en voir peu rajoute un petit côté exotique au modèle. Là on est sur une hauteur d'origine. Si tu la rabaisses un peu, voilà, tu lui donnes un petit look, ça fera un peu plus sportif. Mais bon, hauteur d'origine. Que dire de plus? Ben voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. De l'autre côté, tu vois, c'est pourri aussi, hein, mais du classique. On va attaquer l'intérieur. Donc au niveau de l'intérieur, voilà, ça parle tout seul. Première chose, on va regarder cet intérieur, ce siège bien défoncé. La série limitée Grand Prix, donc avec cette sellerie spécifique, sellerie donc avec ce petit damier là, qui était récupéré des 75 Turbo, et c'est très fragile. Donc bon, la montée descente là, tu le tues. Et puis tous les endroits un peu en contact prennent cher. Donc de l'autre côté j'ai pareil. C'est la maladie, là on est sur un véhicule qui a 112 000 km, mais sans housse, sans housse il a mangé. Donc ça, pas sur une restauration complète du véhicule, donc je m'en fous un peu, mais ça fait partie de ses défauts. T'égare pas non plus, là c'est pareil, le soufflet qui était déchiré, je l'avais enlevé. Il y a des trucs qui sont pas... On n'est pas sur un modèle concours, on est sur un modèle qui sort de son hivernage depuis un an, tu vois. Donc là il roule, je le nettoie vite fait et puis le pauvre il va redormir pendant un an. Donc faut pas être trop exigeant. Après, donc parlons du tableau de bord. Là on se retrouve avec un tableau de bord qui est un peu dans le style des premières séries mais qui est légèrement mis au goût du jour. Donc bon, les plus virulents avec la qualité italienne pourront y aller de leurs petits commentaires, mais pour le coup on est sur quelque chose de vraiment pas trop mal. Le tableau de bord il est pas dur. Si on compare avec ce qui se faisait à l'époque chez Peugeot, on a une voiture de luxe, parce qu'un tableau de bord de 205 GTI on peut pas appeler ça de la qualité. Donc pour le coup c'est franchement pas trop mal. Ça a une qualité perçue qui est pas si mauvaise. Franchement, il y a à part quelques vis qui sont visibles, et ça c'est l'assemblage Alfa Romeo, c'était comme ça tout le temps. On est vraiment sur quelque chose qui fait qualitatif. Donc ici en plus on a ce petit volant en cuir. Bon, lui aussi il est un peu vieilli, mais on est sur un petit volant en cuir, donc avec le logo Alfa Romeo. Au niveau de l'instrumentation, on est sur quelque chose qui est plutôt complet, puisqu'on se retrouve avec le compteur, le contour, la température d'eau, la pression d'huile. Donc c'est vraiment pas mal pour l'époque entre guillemets. Donc bon, on va pas cracher dessus. À l'intérieur, on est quand même sur quelque chose où il y a de l'espace. Je vais te montrer derrière. Derrière, tu peux passer à un adulte. Bon, moi je fais à peu près 1m80, donc tu vois derrière, je suis pas au niveau du toit, je sens que je touche un peu, mais c'est pas non plus la mort. On est bien calé dans les sièges, donc ils sont légèrement en bassine. Donc là tu vois, tu te poses, t'es bien. Et au niveau de l'espace, au niveau des jambes, tu vois, tu touches, hein, mais tu touches. T'es pas coincé quoi.
Et tu as une bonne vue sur le tableau de bord, en tout cas l'espace de conduite. Donc je vais te montrer. Relativement tout accessible, je t'ai pas parlé tout à l'heure. Mais donc on se retrouve avec une petite montre éclairage vert numérique là-bas. Et puis quelques interrupteurs. Donc quelques interrupteurs, les commandes d'éclairage, machin, le lave-glace à l'arrière, le dégivrage, du grand classique. Mais c'est plutôt bien intégré. Je vais te montrer la petite horloge. Alors, tu vois, je sais pas si on verra bien, un petit éclairage bleu, vert pardon. Si je fais mon dalton, ça pareil. Petit éclairage vert, donc c'est pareil, tout est rétroéclairé en vert. On est sur une italienne, c'était du classique. C'était comme ça là-bas. En tout cas pour Alfa Ferrari, ça c'est certain. Je vais te montrer ensuite la partie coffre. Donc on est sur un haillon qui s'ouvre par devant. Donc ça c'est pareil, c'est du classique Alfa Romeo, c'est comme ça. Tu l'ouvres, hop. Donc il n'y a pas d'accès par le bas, c'est un accès vraiment par le haut. Tu ouvres cette petite trappe et tu as accès à un coffre qui est de taille conséquente. Donc tu peux mettre 3-4 bagages, tu as la place quoi. Et puis dessous tu as une roue de secours. Donc c'est pas mal branlé. Pour partir en week-end c'est très bien. Même pour un usage tous les jours en mettant les courses c'est très bien aussi. Et tu te retrouves avec ça, donc hop, un petit scratch là et puis tu vois plus rien. Donc c'est bien fait, moi je trouve ça plutôt pas mal. Ça donne une qualité perçue, tu vois. Bon, bref, pour ceux qui critiquent les italiennes, je trouve que c'est mieux que l'espèce de carton manché de merde que tu retrouves chez les françaises, voire du plastique tout court. Donc l'idée était vraiment bien exécutée. Donc je te ferme ça, hop. On va aller parler mécanique. Donc je vais t'ouvrir le capot. Donc descendant des Alpha Sud, forcément on va se retrouver avec un 4 cylindres à plat. Ici donc dans une version 1,5 litre 105 chevaux. Accolé à une boîte de vitesse, donc tout ça en longitudinal à porte-à-faux avant. Donc boîte de vitesse qui est juste derrière. Donc 5 rapports, hein, bon, on est en 86, voilà, c'est calé surtout sur des modèles comme ça. Donc que dire de plus, tu te retrouves avec les caches typiques Alfa Romeo, donc tu sais sur quoi tu te retrouves, sur quel modèle. En tout cas tu sais que tu es chez les Italiens. Donc en vermiculé rouge. Ensuite on se retrouve avec les deux carbus double corps ici des 36. Donc je sais plus si c'est des Delorto en 36, donc des deux côtés. Et puis voilà, en fait hein, c'est simple, on est sur un moteur relativement simple. Donc bloc fonte, les culasses au plus simple possible, tout est vraiment très très simple. C'est plutôt fiable, hormis des soucis qui sont dus au refroidissement et à un usage déraisonné entre guillemets. On est sur quelque chose de durable dans le temps. La complexité aujourd'hui c'est de retrouver les pièces, mais bon ça c'est malheureusement un peu le chagrin de toute italienne, surtout pas très très cotée entre guillemets. Donc bon, ça se trouve, mais il faut chercher de temps en temps, et c'est pas toujours simple. Que dire, écoute, on est en plein dans la mouvance Young Timer, donc certains abusent sur les prix. Oui, certains abusent clairement sur les prix, que ce soit des pièces ou des véhicules. Mais le marché, comme je le disais au début de la vidéo, c'est un modèle peu connu, donc le marché est très réduit. Donc on va éviter de parler business, puisque pour le coup, il y en a très peu. Il y a très peu de business, et c'est soit tu as un produit exceptionnel, tu le vends, soit tu as un produit basique ou classique, comme celui-ci, qui est loin d'être parfait, et qui, bien que entretenu, c'est un bien grand mot, bien que propre, ça vaut pas pépette. Et si tu veux le vendre, tu vas t'exposer soit à des prix très bas ou soit à y passer des années. Voilà, petite parenthèse. Donc on aura fait ces deux petites présentations extérieures. Qu'est-ce que je peux te raconter de plus? Au niveau du train, donc le train roulant, les Alpha Sud avaient un train roulant avec des disques inboard qui étaient planqués juste là-bas derrière la boîte. Un gros bordel en termes d'accessibilité, de réglage, de fiabilité tout court. Donc c'est pas plus mal. Là les disques se retrouvent dans les roues. On y perd un peu
en conduite, en confort, en machin. Par contre, qu'est-ce qu'on y gagne en fiabilité? J'avais fait une petite modification aussi, puisque en passant au châssis 33, la voiture avait perdu sa barre anti-roulis. Donc là, on se retrouve avec une barre anti-roulis d'Alpha Sud. Peinte en rouge, tu peux pas la louper. Mais bon, ça rapporte un certain confort de conduite à la voiture, notamment sur la prise de roulis. Là, pour le coup, c'est visible. Donc c'est une petite modif à faire, tant qu'on trouve les barres encore, à des prix corrects. Mais c'est une petite modif à faire. Donc maintenant qu'on a dit ça, je pense qu'on va se reculer un peu. On va aller essayer tout ça. On va essayer tout ça. C'est parti. Donc on se retrouve à l'intérieur. Alors démarrage. La voiture était à moitié chaude, mais bon, ça s'engorge. Alors il arrive fréquemment sur ces modèles que c'est un peu compliqué de démarrer. On va voir ce qu'il en est. Donc bon, tu mets accélérateur au fond, en tout cas sur celle-ci, et puis ça part. Donc là, pression d'huile, température d'eau, je suis à froid, donc c'est pas déconnant. On va partir faire notre petit tour. Au niveau des boîtes, parce que j'en ai pas parlé, mais on est sur de l'italien, donc forcément tu parles d'italien, tu te retrouves avec un truc particulier. Donc décomposé et double débrayage, c'est obligatoire. Donc là je vais aller faire un petit tour. Donc c'est parti, tu vas te prendre le soleil dans la gueule. Je sais pas ce qu'on verra. Donc une fois que tu as baissé le pare-soleil, tu vois plus rien. Tu as une meurtrière comme visibilité. Il faut savoir qu'on est assis relativement haut en fait. Donc là les sièges, même si c'est plus ou moins confortable, on se retrouve quand même assez haut. J'en ai pas parlé aussi parce que ça fait partie des défauts et des particularités des voitures italiennes de l'époque, mais au niveau du freinage, on n'est pas sur quelque chose des mieux, en tout cas du sommet de ce qui pouvait être fait. On est sur un véhicule qui freine plutôt pas trop mal, il y a des tambours derrière, des disques devant. Contrairement à l'Alpha Sud, justement les tambours apparaissent à l'arrière alors qu'on avait des disques sur les versions précédentes. Mais bon, pour le coup, c'est largement suffisant. On est sur vraiment des gros tambours. Que dire? Au roulage, ça se voit en fait que c'est une voiture des années 70. Alors je vais pas la défoncer pour les puristes, machin. Non, mais il faut reconnaître. On est donc sur un volant qui est relativement de gros diamètre. Sur une auto qui, comme... bon, en tout cas, c'est pas comme quelques Alpha de l'époque, mais si, parce que c'est un peu le cas. Il y a beaucoup de carrossage, donc elle est sensible au tramlining, c'est-à-dire que tu chopes une rigole et la rigole vient te tirer. Donc bon, ça c'est du classique, mais ça fait partie de son charme. Après, c'est quelque chose de très marrant à conduire. Bien conduit, ça marche bien. On a un train arrière qui enroule, un train avant qui, bon, bien que sous vireur, il fait ce qu'il peut, le pauvre, mais qui, quand on voit sa conception, n'est pas une grosse merde. Il fait ce qu'il peut. Après, voilà, on est sur une mécanique qui est relativement souple. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a une boîte courte. Là, je suis à 2500 tours en 4, ça reprend. Ce qui est normal. On est sur une caisse qui fait à peu près 900 kg, 915, 920 kg. Donc voilà, franchement, c'est des stats à peu près honnêtes. On peut se faire plaisir. Le 0 annoncé par le constructeur, il est autour de 10 secondes. Donc effectivement, c'est pas de la folie. Hein. Et bon, ça suffit. Pour l'époque, sur ce genre de GTI, on est à peu près dans ce qui se faisait. Donc on est un peu au-dessus, mais on n'est pas loin des bons élèves. Et puis de toute façon, voilà,
si on reprend l'exemple de la 205, on est loin du comportement d'une 205, on est loin du plaisir. Alors c'est peut-être pas le mot. C'est peut-être pas le mot. Puisque on peut prendre du plaisir avec ce véhicule. C'est juste que c'est un autre plaisir quoi. Couteau entre les dents, disons que pour la 205 ça lui ira très bien. Pour celle-ci ce sera un peu plus compliqué. C'est faisable, mais disons que trouver un autre véhicule c'est peut-être plus simple. Donc là moi je voulais éviter de croiser du monde, mais je pense que c'est raté. Donc à rouler là ici je suis en 4ème, 3000 tours, 70. Je vais passer ma 5. Donc l'avantage de ce grand volant c'est que la direction n'étant pas assistée mais relativement directe, on peut s'amener où on veut. Niveau visibilité, on est sur quelque chose des années 80, donc on sait que la caisse ne protège pas grand chose, mais par contre on a de la visibilité. Même en rétrovision c'est pas trop mal. Alors le rétro derrière on n'y voit pas grand chose, mais c'est suffisant pour pas être en danger. En tout cas oui, on n'est pas sur ce qui pouvait se faire sur un hatchback, donc style 205, 104 machin, tous ces trucs là qui avaient plus de visibilité derrière puisque des formes plus carrées. Mais bon, c'est relativement bien. Que dire, on va en profiter. Donc là, température d'huile, pardon, pression d'huile, on est bon. Température d'eau, on a atteint les 80. On est sur des routes étroites, pas trop passantes. On va essayer de rouler un peu, mais tu vois. Donc on a la sonorité du boxer qui se réveille un peu. Là, je vais pas non plus. Et donc j'ai des problèmes de rentrée de vitesse parce que là, je viens de rater la 5. Ah là là, le plaisir de l'italienne. Non, c'est plaisant à conduire. En fait, c'est un véhicule parfait pour le week-end. Pour celui qui veut sortir avec un truc exotique, relativement fiable, assez plaisant sans rouler comme un gros porc. Que son voisin n'aura pas et qui pourra trouver pour un prix correct. Et qui lui donnera des petites sensations à la conduite plutôt sympa. Même si forcément on n'est pas sur du top de ce qui se faisait à l'époque sur ces gammes là, mais on est sur un bon produit. Qu'est-ce que je pourrais raconter de plus lors de cet essai? On est sur un châssis d'origine, donc je sais pas ce que donnera la caméra, mais en termes de confort c'est pas ferme mais c'est pas souple, donc c'est un bon compromis. On a quand même une prise de roulis, ce qui est normal par rapport au dimensionnement des châssis qui sont caractéristiques de l'époque. On n'est pas sur des trucs très très fermes comme on a aujourd'hui qui limitent le roulis à mort. Et on est sur quelque chose de plutôt bien, avec un centre de gravité qui est bien placé, avec la position longitudinale et le moteur boxer. Donc voilà. Je pense que j'en aurais dit suffisamment là-dessus. Après, je suis en 4ème, là j'appuie à peine sur la pédale, ça roule tout seul.
voilà, il faut pas oublier que c'est une voiture des années 86 à remettre dans ce contexte-là, ou en tout cas des années 80, donc on est sur quelque chose de, pour le coup, relativement correct. Et donc voici, là la voiture est à peu près chaude, j'ai l'huile qui est bien, j'ai la température d'eau qui est bien aussi. On va pas forcément rouler un peu, mais on va pouvoir essayer de monter un peu plus dans les tours. Donc voilà le petit 4 cylindres qui parle bien. Donc là on est juste à 80, je suis à 3000 tours. Alors, tu vois, donc je disais des bêtises, 80 c'est 3000 tours. Donc on est vraiment sur cette boîte courte qui permet d'accrocher 180 en pointe. C'est sensiblement la quatrième des autres boîtes. J'exagère peut-être sur le coup, mais on se retrouve avec une cinquième relativement courte. Donc c'est pas génial pour l'autoroute, même si le 110, bon, ça se fait. Après 130, c'est un peu dommage de prendre ce genre de véhicule pour rouler à 130. Et après, bon, ça c'est des questions personnelles sur l'autoroute, sur ceux qui ont envie. Ça se fait, hein. Mais aujourd'hui, bon, ça reste marqué dans un confort plus ancien. Sinon, ben, en termes de consommation, je suis entre 8 et 10 litres. En roulant normalement 8 litres, c'est faisable. En roulant comme un porc, 10 litres, c'est un minimum. Mais bon. Pour le reste, ça consomme plus que les injections qui sont venues après, c'est évident. Mais c'est pas non plus gourmand à mort. On va s'essayer un petit 0 à 100, allez, je sais pas, on va en profiter. On va se faire repérer. Pas à cette distance. Donc comme tu as pu le voir, niveau motricité devant ça part dans tous les sens. C'est vraiment pas le fort du modèle. C'était déjà un problème sur les Alpha Sud quand ils sont montés en termes de couple. Un 1700, je te raconte pas, les effets de couple tu les sens. Mais bon, ça pousse bien, ça marche bien. C'est plaisant. C'est peut-être le seul truc qu'il faut retenir de cet essai. C'est pas parfait à conduire, par contre c'est plaisant. Et ça restera plaisant, puisqu'on se retrouve avec un compromis vraiment très très intéressant entre un bon moteur, un châssis plutôt bof, mais qui dans son temps et qui, si on le replace à son époque, n'était pas si mauvais. Et un petit look sympa sur des prix qui sont relativement corrects quand le vendeur sait ce qu'il a entre les mains et pense pas faire une putain de plus-value à la wheeler dealer. Mais sinon, voilà, j'aurais envie de dire à collectionner d'urgence. Déjà pour qu'on arrête de voir des Golf partout et parce que c'est des modèles qui en valent la peine. Quand ça roule, c'est agréable. Petit double débrayage, double pédalage, t'es bien. Donc on se retrouve pour la fin de cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. Donc j'ai essayé de faire un truc à peu près passe-partout. Qu'on puisse parler d'à peu près toutes les particularités du modèle. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que
c'était pas le but de la vidéo, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de faire un petit truc. Et sinon, si vous voulez voir d'autres présentations de véhicules italiens, dites-le moi aussi en commentaire, j'essaierai de voir ce que je peux trouver. Et puis voilà, donc à bientôt pour un nouvel épisode, donc soit de la restauration de l'Integra, soit autre chose, on verra. Allez, ciao!